Le sujet de la délégation quand on est freelance est extrêmement important. Investissement ou dépenses, on va y répondre aujourd'hui. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler délégation. Je m'adresse ici aux freelances, aux travailleurs indépendants, aux personnes qui sont gérants de leur société, aux solopreneurs qui ont envie d'apprendre et de comprendre comment commencer à déléguer. La semaine dernière, je vous ai fait ce post-là qui a extrêmement bien marché, où je vous montrais que moi, personnellement, je déléguais 20 heures par mois. Mais qu'est-ce que ça représentait vraiment à mes yeux? Est-ce que je gagne 20 heures? Est-ce que je perds 20 heures? Comment est-ce que ça fonctionne? Si vous n'avez pas déjà vu le post, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre le sommaire de cette vidéo. On va dans un premier temps parler de à quel moment il est intéressant, intelligent de commencer à déléguer. On va ensuite venir définir quoi déléguer. Ça, c'est une question qui revient énormément en DM. Aude, comment est-ce que tu as choisi ce que tu voulais déléguer? Tout au long de ces piliers-là, je vais aussi vous parler de mon expérience. Comment est-ce que moi j'ai fait? Par quoi est-ce que je suis passée? Mes erreurs potentiellement et ce que j'ai réussi à bien mettre en place. Troisième pilier, on va parler de comment trouver la bonne personne. Quatrième pilier, on va parler de comment créer le process de délégation. Et pour terminer, je vais vous parler un petit peu plus d'un côté leadership et comment assurer cette fameuse collaboration. Avant toute chose, je vous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à déléguer depuis maintenant 1 an et demi à peu près, 2 ans. Non, d'ailleurs, ça va faire 2 ans que je délègue quelques parties de mon business. Mais avant ça, j'ai été considérée manager, si vous voulez, pendant quasiment 6 ans. Donc, j'ai été responsable de département, responsable de rayon, pardon, pour Decathlon UK pendant plusieurs années. J'ai été directrice magasin et ensuite, je suis partie, du coup, plus dans les «services» entre guillemets. Donc là, j'avais pas forcément d'équipe que je leadais. Par contre, j'avais des gens que je coachais humainement parlant, mais c'était pas forcément ce sujet-là. Néanmoins, j'ai été beaucoup formée au recrutement parce qu'au travers de toute ma carrière chez Decat, j'ai dû recruter beaucoup de personnes. Et en fait, le turnover, si vous voulez, les changements qu'il va y avoir au niveau des gens, chez Decathlon, en particulier UK, il est très haut. C'est-à-dire qu'il y a énormément de changements. Là où quelqu'un qui va rentrer chez Decathlon France va rester, je sais pas moi, 3 4 ans, quelqu'un qui va rentrer chez Decathlon UK va rester 1 an. Et du coup, c'est vrai qu'on avait énormément de changements et beaucoup d'entre nous étaient formés à faire du recrutement hyper poussé pour essayer de trouver des gens qui allaient rester peut-être 1 an et demi au lieu de 6 mois, et cetera. Donc bref, assez parlé de mon expérience par rapport à ça. Je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet si besoin, mais je vous propose qu'on se lance dans cette vidéo. Première question, à quel moment déléguer? Ça, pareil, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on est freelance parce qu'on se dit, OK, est-ce que c'est le bon moment pour moi? J'observe les autres, je vois que certains commencent à déléguer. J'ai un peu la même sensation d'être au même niveau qu'eux. Donc, est-ce que moi aussi, je devrais déléguer? Est-ce que je devrais attendre? En réalité, ne vous comparez absolument pas aux autres. Je vous donne un exemple. Si on regarde le chiffre d'affaires, parce que très souvent, on a l'impression d'être au même niveau que les autres, mais c'est la seule comparaison qu'on peut vraiment avoir, c'est le chiffre d'affaires. Donc imaginons, je vous prends mon exemple, moi je fais à peu près 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi, avec des postes spécifiques. Pareil, ça je vous montrerai, je vous expliquerai un peu qui fait quoi chez moi. À côté de ça, j'ai une de mes copines qui fait entre 10 et je dirais, allez, 20 000 € par mois dans de la vente de formation aussi. Elle est toute seule. La seule partie qu'elle va déléguer, c'est toute la partie autour de la pub Facebook, parce qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, donc elle a un média buyer. Mais c'est tout. Tout le reste, elle le fait par elle-même. Donc ça dépend vraiment aussi de ce que vous faites et de là où vous avez envie d'aller. Ceci étant dit, voyons un peu les 3 clés pour le moment à définir. Première chose, vous êtes bloqué par le temps. C'est-à-dire que vous avez des projets, vous avez envie d'avancer, vous avez la capacité pour le faire, l'expertise pour le faire, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous passez trop de temps à faire des choses qui sont hyper chronophages. Vous passez énormément de temps à faire du montage, à faire de la création de contenu, à faire des tâches administratives et du coup, vous êtes bloqué pour le développement de vos autres projets. Ça, c'est une très bonne raison. La deuxième raison, c'est pas vraiment une raison, mais il faut les mettre ensemble, c'est que vous avez le budget pour le faire. Petit aparté sur cette partie-là, faites très attention à ça. Je vous parlerai pas dans cette vidéo de trésorerie, et cetera, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous devez avoir de la trésorerie. Si demain, vous décidez de vous engager avec un freelance, donc un freelance, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un avec lequel vous allez avoir un contrat, peut-être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui est salarié pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez terminer le contrat assez facilement.
Néanmoins, cette personne-là, si vous commencez à travailler avec elle, si vous établissez en fait un contrat avec cette personne, vous allez forcément, enfin elle va s'engager en fait, si vous voulez. Elle va aussi prévisionner son chiffre d'affaires en se disant, ok, telle personne va me payer 500 euros par mois, donc moi je lui garde sa place par rapport aux 500 euros qu'elle me paye. Donc si demain j'ai un nouveau client qui arrive et qui me dit, j'aimerais, est-ce que tu as de la place pour moi? Bah peut-être que cette freelance va se dire, ben non, parce que cette place-là en fait elle est déjà prise par mes clients. Sauf que si vous au dernier moment, vous décidez d'arrêter la collaboration, vous mettez cette personne-là dans la merde. Alors en soi, si vous avez un contrat, vous faites les choses bien, vous arrêtez avec le délai en fait qui est précisé, etc. Zéro souci. Mais j'ai vu tellement, tellement, tellement d'entrepreneurs commencer à déléguer, le faire un mois, ça fonctionne. Se dire, OK, je pars sur 6 mois, je pars sur 3 mois, et au final, au bout d'un mois, arrêter. Parce que, ah ben en fait, j'ai plus le budget, etc. Vous devez avoir le budget si vous avez envie de déléguer. Si vous êtes juste break-even, c'est-à-dire que si vous ne générez aucun bénéfice en déléguant tous les mois, et c'est-à-dire que votre trésorerie tous les mois, en fait, elle est à zéro sur zéro sur zéro, et que vous vivez un peu sur le qui-vive, attendez, attendez avant de déléguer et de pouvoir vraiment bien faire les choses. Et troisième point pour le moment, c'est du coup quand vous avez envie de déléguer des tâches opérationnelles. Donc là, potentiellement, vous avez le budget, vous avez peu de temps, ou alors vous avez du temps, mais en fait, vous avez juste plus envie de mettre votre temps dans ce genre de tâches. Encore une fois, le montage vidéo, la création de contenu, ce genre de choses. Vous pouvez vous dire, OK, moi, ça m'intéresse plus. Aujourd'hui, j'ai le budget pour déléguer. J'ai envie de faire autre chose de mon temps parce que potentiellement, vous voulez passer un mi-temps parce que vous avez des enfants, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de voyager, c'est aussi un bon moment pour décider de déléguer. Là, je fais une grosse généralisation, hein, bien entendu, il y a d'autres moments, mais c'est voilà, c'est pour vous donner un peu les basiques. On continue avec comment définir quoi déléguer. Et ça, c'est un peu la question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant de vous montrer un petit peu les insides de cette partie-là, moi, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que moi, personnellement, j'ai décidé de ce que j'allais déléguer. Donc déjà, premièrement, par rapport au moment, j'avais le budget. J'avais en fait 6 mois, j'avais à peu près les tarifs en tête de combien allait me coûter une assistante virtuelle. Et je savais que j'avais au moins 6 mois de trésorerie pour pouvoir la payer, pour vraiment pouvoir tester et voir si ça allait avoir un impact. Parce que c'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte, c'est quand vous testez la délégation, donc de faire appel à quelqu'un qui va vous aider au quotidien ou au semi-quotidien dans votre semaine, etc., vous n'aurez pas forcément des résultats tout de suite là maintenant. Parce que cette personne-là va avoir besoin d'être formée, etc. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc vous voyez assez loin en fait quand vous décidez de déléguer. Donc moi, j'avais le budget pour le faire. Et en fait, j'étais à un moment de ma vie où j'étais en transition entre l'Espagne et la France. Et en fait, j'avais beaucoup moins de temps, mais j'avais plein de projets. Et du coup, c'est là où j'ai eu le déclic de me dire, OK, là, c'est le bon moment pour toi pour déléguer. Tu as des missions qui sont assez faciles à faire. C'est du montage de création, pas de formation, en fait, si vous voulez, des vidéos de formation. Et j'en avais énormément à faire. Moi, ça m'aurait pris 2 heures par jour. Donc, je m'étais dit, OK, c'est le bon moment, en fait, pour déléguer cette partie-là. Donc, voilà comment moi, personnellement, j'ai choisi mon moment. Ensuite, la manière dont j'ai défini ce que j'allais déléguer, je savais tout simplement que ça allait commencer par la création de formation. J'allais tester ça et ensuite on allait faire en fait petit à petit. Et après ça, j'ai suivi tout simplement le programme que je vous mets là. La première chose, et ça je vous l'ai mis entre parenthèses parce que pareil, je refais le lien avec ce que je vous disais juste au-dessus, j'insiste énormément là-dessus, vous devez avoir un business plan. En fait, si demain vous connaissez pas vos chiffres, vous savez pas exactement combien rentre, combien reste dans votre poche, c'est quoi votre trésorerie, c'est quoi votre pourcentage de charge sur votre chiffre d'affaires, etc. Oubliez la délégation. Déjà, faites un business plan, ayez conscience du budget que vous avez. Si jamais vous ne savez pas du tout comment faire, je vous mets le lien juste en dessous de ma formation à tout petit prix pour apprendre à le faire. Vous avez la template, la formation, absolument tout à l'intérieur. Deuxième chose, il vous faut définir vos pôles de travail. Est-ce que vous travaillez sur de la formation, uniquement de la clientèle? Est-ce que vous créez du contenu en newsletter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube? Vous devez avoir chacun de vos pôles afin de bien savoir vers là où vous avez envie d'aller. Une fois que vous avez vos pôles, vous allez venir définir vos process. Attention, je ne dis pas rentrer dans le détail du process en lui-même. Je vous montre. Ça, c'est mon espace process. Je vous montre pas tout, mais en soi, on a un espace contenu, un espace client et un espace marketing. Ça, c'est mon espace contenu. Comme vous pouvez le voir, j'ai différents pôles, YouTube, podcast, Instagram, newsletter et le blog. Et à l'intérieur, j'ai le process par pôle. Donc, si on reprend YouTube, on va avoir la gestion des statistiques, la création du calendrier éditorial, les tournages, montage, thumbnail, il s'agit des miniatures, l'exportation sur YouTube, la communication sur Instagram et la communication en newsletter. Donc tout ça, ce sont les process à l'intérieur du pôle. C'est ça que je vous demande de faire. Je ne vous demande pas d'aller mettre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire de vraiment faire étape par étape tout ce qui doit être fait. Dans un premier temps, déjà, définissez les process qui permettent à votre business de vivre.
Troisième chose, je vous invite vraiment à traquer votre temps. Si vous êtes justement dans ce sujet de j'ai pas assez de temps ou j'ai envie de me débarrasser de mes tâches opérationnelles, avant de faire tout ça, traquez votre temps. Parfois, on a l'impression qu'on n'est pas productif, qu'on ne fait pas grand-chose de nos journées, qu'on n'avance pas forcément et on se dit la solution pour ça, c'est de déléguer. Alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin de délégation, vous avez besoin d'être mieux organisé. Donc même chose, si vous avez du mal à vous organiser avant même de déléguer, je vous invite à apprendre à vous organiser. Si vous êtes entrepreneur, vous avez du mal justement à faire cette organisation, planification, priorisation, vraiment rejoignez-nous à l'intérieur de Less is Productivity. C'est ma formation, encore une fois, à tout petit prix pour apprendre à s'organiser, planifier et prioriser. Vous avez le lien juste en dessous en barre de description et d'ailleurs, je vous mets un code promo également si vous avez envie de nous rejoindre. Une fois que vous avez défini vos pôles de travail, vos process et vous savez ce que vous faites de vos journées, que votre business est organisé, il est temps de venir valider les missions qui sont délégables. Et ici, encore une fois, faites très attention. Petit conseil ici, ne déléguez pas forcément des choses que vous ne savez pas du tout faire. Je vous raconte une petite anecdote. Quand j'ai voulu me lancer sur Instagram, donc là je vous parle, c'était juin 2021, j'ai un peu regardé à droite, à gauche ce que je pouvais faire, j'essayais de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. J'ai vite laissé tomber, je me suis dit c'est trop compliqué pour moi. Arrivé en septembre 2021, je me dis allez, Aude, quand même, il faut que tu le fasses, etc. Tu vas prendre un community manager pour essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne et voilà, avoir quelqu'un qui gère ça pour toi. Je vais sur Malte et je fais faire, je crois, 3 ou 4 devis à cette époque-là. Et là, je comprends rien. Parce qu'en fait, j'ai pour le même appel, la même mission, des devis qui vont de 400 € à 3 000 €. Donc là, je suis complètement perdue, en fait, par rapport à la situation. Et du coup, je décide de me dire, en ayant moi-même, du coup, été recruteuse, formateuse, et cetera: «Aude, il faut que tu saches ce que la personne va devoir faire. Il faut que tu puisses la challenger, et cetera». Donc, je fais un step back et je décide de me former à Instagram moi-même pour pouvoir gérer s'il le faut mon compte et ensuite pouvoir le déléguer. Meilleure décision de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, la CM avec qui je travaille, bah, je sais ce qu'elle fait. Je sais ce qu'elle fait, je peux la challenger, et cetera, et cetera. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez vous former à tout ce que vous allez déléguer. Absolument pas. Mais je dirais que les notions basiques d'un business, vous devez les connaître. Parce que comment savoir si la personne fait du bon travail si vous ne savez pas exactement ce qu'elle doit faire? Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que vous devez être expert en pub Facebook si vous voulez faire de la pub Facebook. Mais vous devez avoir quand même conscience de qu'est-ce qui se passe derrière la pub Facebook pour être sûr que l'agence à qui vous faites appel ou le média buyer à qui vous faites appel est en train de faire du bon travail. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Aude, à ce moment-là, c'est hyper compliqué. Comment est-ce qu'on fait confiance aux gens? Eh bien, il faut faire attention. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas qualifiées, mais qui prétendent à des postes sur lesquels ils ne sont pas du tout qualifiés. Donc, vous devez faire attention. Donc moi, personnellement, le pas que j'ai décidé de prendre, et je pense que quasiment tous les entrepreneurs le font, c'est de savoir faire la mission en elle-même avant de la déléguer. Ça me permet de pouvoir challenger aussi la personne. Sachant que souvent, dans beaucoup de cas, vous n'allez pas forcément prendre un expert en la matière. Vous allez prendre quelqu'un qui est assez généraliste, par exemple une assistante ou une OBM, ce qui fait qu'elle aura pas forcément votre process en tête. Il va falloir aussi que vous puissiez lui expliquer votre process, etc. Là, encore une fois, je fais une grosse généralité. Je dis pas que vous devez savoir tout faire. C'est juste, sur certains basiques, c'est essentiel. Une fois que vous avez défini les missions que vous avez envie de déléguer, il s'agit maintenant de trouver la bonne personne. Ici, je vous ai mis quelques petits insides. Je vais clairement pas vous faire une formation sur le recrutement, parce que ce sera à l'intérieur d'une de mes formations. Mais voilà, je vais vous expliquer très rapidement, moi personnellement, ce que j'ai fait et ce que je vous appelle à faire. Première chose, faites appel à votre réseau. Vraiment, si vous avez envie de faire confiance à quelqu'un, la meilleure chose, c'est d'avoir la recommandation en fait d'une tierce personne. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent avec moi, c'est parce qu'elles m'ont été recommandées. Attention, c'est pas les personnes qui me les ont recommandées. Je suis allée chercher la recommandation. C'est-à-dire que quand la personne m'a dit: «Moi, j'aimerais travailler avec toi sur telle ou telle mission», d'ailleurs, je me suis toujours beaucoup fait prospecter, hein, par les personnes avec qui je bosse et ben, je suis toujours allée leur demander: «OK, c'est qui tes clientes?» juste pour que je sache et ensuite je suis allée voir ces clientes-là et je suis allée leur poser la question et à chaque fois, les feedbacks étaient très, très bien, donc je me prenais même pas la tête à chercher d'autres personnes et c'était parti. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de créer une offre d'emploi. Donc ça, il y a plein de sites qui existent, je ne vais pas forcément en nommer ici. Vous avez plein de sites sur lesquels vous pouvez mettre vos offres. Et d'ailleurs, là, je mets appel à votre réseau, mais en réalité, vous pouvez aussi rechercher vous-même via votre réseau. C'est-à-dire, pas forcément aller chercher des gens que vous pourriez connaître, mais faire un appel en fait à témoins en story sur LinkedIn, etc. si vous recherchez quelqu'un en particulier. Après, pour des tips un petit peu plus recrutement pur et dur, première chose, je dirais, faites bien la différence entre les savoir-faire et les savoir-être.
Le savoir-être, c'est vraiment la posture de la personne, comment est-ce qu'elle va se comporter, comment est-ce qu'elle va réagir dans certaines situations, et cetera. C'est juste sa personnalité, si vous voulez. Là, je généralise énormément. Et les savoir-faire, c'est toutes ses compétences, compétences et connaissances. Si on fait une grosse généralisation, encore une fois, cette vidéo, c'est vraiment, vraiment de la généralisation. Les savoir-faire, ça s'apprend. Les savoir-être, ça fait partie de vous. Ça se change, ça se modifie, parce que la personne va évoluer forcément. Mais voilà, si vous avez, je vous donne un exemple, moi je déteste les gens qui sont négatifs. Genre ça m'insupporte, je ne supporte pas ça. Je supporte pas être près de gens en fait qui sont négatifs. Bah, je sais que quelqu'un qui vient en recrutement comme ça, il suffit qu'il y ait une phrase qui soit hyper négative, c'est terminé pour moi. Je n'irai même pas chercher plus loin parce que je ne supporte pas ça et que ça, c'est un savoir-être qui fait partie de sa personnalité et du coup, c'est pas quelque chose que on peut «changer» entre guillemets. Ça peut évoluer, mais ça reste quand même voilà, ça fait partie de vous entre gros guillemets. Alors que les savoir-faire, vous pouvez les apprendre. Quasiment toutes les personnes avec qui j'ai commencé à travailler, c'est moi ou c'est ensemble qu'on a appris les savoir-faire. Donc elles avaient un très bon savoir-être, un très bon mindset et moi je les ai vraiment tirées vers le haut, je leur ai appris énormément de compétences pour qu'elles en soient là où elles en sont aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, une de mes donc, on travaille plus ensemble aujourd'hui parce qu'elle a eu un enfant, mais ma toute première assistante, un jour m'a dit une phrase que j'ai adorée, c'était et d'ailleurs j'en parle dans cette vidéo, qui est une FAQ délégation que j'avais fait l'année dernière, où elle me disait: «J'avais eu une boss comme toi, j'aurais jamais quitté le salariat». Vraiment, best remarque ever. Et dernier petit conseil sur cette partie-ci, c'est du coup de venir définir vos valeurs. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des valeurs d'entreprise? Parce que si vous regardez en fait, toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie et cetera ou dans le recrutement, personnel, professionnel, vous allez connecter ou pas avec eux, sur un plan de personnalité, ce genre de choses. Mais il est important que vous ayez des valeurs communes. C'est juste comme ça en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans le recrutement. Là, je vous donne un tip, ce qui est hyper, «écolier» entre gros guillemets, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Petite anecdote, encore une fois, je crois que je l'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est pas grave, si jamais vous êtes nouveau, je vous la réexplique. Il y a des années de ça, je suis du coup des années de ça, oui, en réalité, ça fait 6 ans, je suis devenue directrice magasin pour Decathlon. Donc j'ai dû ouvrir mon propre magasin en Angleterre, à Rushden Lake. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, du jour au lendemain, il fallait que je enfin pas du jour au lendemain, vous m'avez compris, mais il a fallu que je crée une équipe de 20 personnes. Sauf que moi, j'ai toujours fait du recrutement, il y avait aucun souci là-dessus, je savais comment faire du recrutement, mais j'avais toujours recruté une personne, 2 personnes qui allaient s'insérer dans une équipe qui était déjà préfaite. Donc au-delà du fait d'avoir les valeurs de Decathlon, mes valeurs personnelles, il fallait que je trouve quelqu'un qui allait fitter avec tous ces gens-là. C'était facile parce que ces gens-là, je les connaissais, j'étais avec eux au quotidien, et cetera, et cetera. Sauf que là, je me retrouvais face à un blocage. J'avais uniquement, Sophie qui travaillait avec moi, qui était du coup mon bras droit et tout le reste, je devais les recruter. Et là, je me suis vraiment, enfin, ça m'a posé une colle, en fait. Je me suis dit: «Mais comment est-ce que je vais faire?» D'habitude, bah, voilà, j'ai l'habitude de recruter quelqu'un qui va s'insérer dans une équipe. Et là, ça m'est venu comme une «révélation» entre guillemets. Je me suis dit: «Bah, tu fais tout aux valeurs». C'est-à-dire que j'avais les 4 valeurs de Decathlon à l'époque. J'avais des valeurs qui étaient importantes pour moi également, comme je vous le disais. Donc il y avait le fait d'être très positif et les gens qui sont très engagés. Je sais pas que j'aime pas ça, mais j'ai besoin d'avoir des gens qui sont très engagés avec moi. Si moi je m'engage avec eux, je veux qu'ils s'engagent également avec moi. Et du coup, tous les recrutements que j'ai faits étaient basés là-dessus. En fait, toutes mes questions et tous les challenges que je leur faisais pendant le rendez-vous étaient basés sur et uniquement sur les valeurs. Parce que je me suis dit, et ça a été une bonne conclusion parce que ça a fonctionné, ces gens-là ne se connaissent pas. Ils n'ont pas du tout la même personnalité, ils n'ont pas du tout le même âge, mais s'ils ont tous des valeurs en commun, forcément, il y a des moments où ça va matcher. Forcément, il y a des moments où ce format équipe va fonctionner. Et résultat, ça a très, très bien fonctionné parce qu'ils avaient tous, dans tous les cas, les valeurs de Decathlon et la plupart d'entre eux avaient aussi mes valeurs à moi, ce qui a fait que vraiment ça a extrêmement, extrêmement bien matché. Là, je vous parle de ça, en soi, vous serez, je pense, très rarement amené à développer une équipe de 20 personnes, mais voilà, c'était vraiment pour la petite anecdote. Une fois que vous avez trouvé la bonne personne, il s'agit maintenant de créer votre process de délégation. Première chose ici, je vous amène à avoir un espace de délégation, c'est-à-dire quand la personne, quand vous l'intégrez dans votre équipe, et c'est vraiment ça l'intégration, elle a son propre espace où elle retrouve toutes les informations dont elle a besoin. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai mis, abonnez-vous à la chaîne parce que la vidéo sort vendredi. Je vous montre un tout petit peu à quoi ça va ressembler. En gros, je vais vous montrer comment créer un espace comme celui-ci qui va vraiment être un espace que vous allez pouvoir gérer avec vos clients, avoir toutes les informations à l'intérieur. Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont plus en mode community manager, assistante virtuelle, etc. Une fois que vous avez votre espace de délégation, peu importe le format que vous avez envie de faire, Notion, pas Notion, on s'en fout, il va falloir rentrer dans le détail de vos process. Parce que la personne qui arrive, vous allez peut-être lui dire, OK, il faut que tu montes des formations.
Très bien, mais en fait, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi le résultat que tu as envie d'obtenir? Et c'est là que vous devez beaucoup plus rentrer dans le détail dans vos process et aller vraiment étape par étape sur tout ce dont vous avez besoin. Je vous montre mon process à moi. En gros, mon process pour créer des process. On va prendre celui-ci qui est la rédaction de la newsletter. Je l'ai pas fait encore parce que c'est moi qui le fais, j'ai pas vraiment besoin de process. Pour le coup, le process est dans ma tête et ça, c'est jamais quelque chose que je compte déléguer. Mais voilà comment est-ce que ça fonctionne quand je délègue quelque chose. Dans un premier temps, je vais venir déterminer l'objectif. Quel est l'objectif derrière ce process? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place? Et là, potentiellement, on peut intégrer un schéma si besoin. Ensuite, on va avoir tous les outils de suivi. Donc là, ça va être s'il y a des liens vers des comptes spécifiques, s'il y a besoin d'avoir des accès particuliers à des plateformes ou encore s'il y a déjà des tutos qui sont présents. Ensuite, on va voir le process étape par étape avec vraiment étape 1, tout ce qui doit être fait, étape 2, tout ce qui doit être fait et s'il y a besoin, une vidéo explicative. Et pour terminer, je mets toujours un espace FAQ, ce qui fait que si jamais les personnes avec qui je travaille ont des questions sur le process, plutôt qu'on perde l'information je ne sais où avec toutes les conversations qu'on peut avoir, elles peuvent poser leurs questions ici directement. Donc voilà ce que j'appelle un process détaillé. Ensuite, je vous amène à faire un premier appel de mise en place. Là, techniquement, si vous faites appel à une assistante, à une community manager, etc., c'est eux ou elles qui vont vous proposer en fait cet appel-là. Mais il est important de pouvoir le faire. Et ensuite, bien entendu, je vous amène avec les personnes avec qui vous travaillez de faire du suivi. Alors, comme j'ai mis, hein, ça peut être hebdomadaire, quotidien ou mensuel, ça dépend vraiment des missions. Mais faites du suivi. Je vous raconte une petite anecdote, ça ne m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à une de mes clientes, qui et d'ailleurs c'est arrivé à plusieurs de mes clientes, qui pendant des mois ont travaillé avec des personnes qui ne faisaient pas le travail qu'elles devaient faire. Et c'est-à-dire que ces gens-là déboursaient entre 400 et 2 000 € pour des gens qui ne faisaient pas le travail qui devait être fait. À qui est la faute? On ne sait pas vraiment. D'une certaine manière, bah, elle payait, elle regardait pas ce qui était fait. Donc forcément, bah, j'ai envie de vous dire la personne en profitait aussi un petit peu derrière. Donc forcément, la personne qui ne faisait pas le travail est fautive également. Mais en tant que manager, en tant que leader, si vous ne regardez pas le travail des personnes qui sont avec vous et que vous continuez à les payer, c'est aussi votre responsabilité. Donc il est vraiment important de mettre du suivi. Et je vous invite à le faire dès le début parce que rajouter du suivi en cours de route, c'est très compliqué. C'est un peu malaisant parce que ça va être en mode «Ah, tu me fais pas confiance finalement? Tu veux qu'on se voit toutes les semaines ou tu veux qu'on se fasse des bilans tous les mois parce que tu es pas contente de mon travail?» Voilà, ça passe difficilement. Donc si j'étais vous, mettez-le en place dès le début. Et maintenant, dernier conseil avant de terminer cette vidéo, comment assurer une bonne collaboration? Ici, 2 choses à mettre en place. Le premier, c'est be kind but be fair. C'est très moche en français, c'est sois gentil mais sois juste et c'est complètement vrai. Demain, vous voulez être un bon leader, soyez sympa, ne soyez pas un gros con, une grosse conne, ça ne sert absolument à rien. Soyez sympathique avec la personne en face de vous, soyez professionnel, mais par contre, soyez juste dans les 2 sens du terme. Quelqu'un qui fait un bon travail, dites-lui qu'elle fait un bon travail. Quelqu'un qui fait un mauvais taf, dites-lui qu'il fait un mauvais taf. J'ai vu énormément de freelances venir me voir en me disant: «Je comprends pas, du jour au lendemain, j'ai perdu le contrat avec lequel j'étais. Je savais même pas que je faisais quelque chose qui était pas bon». Parce que l'entrepreneur, parce que la personne qui employait cette personne-là n'a pas eu, voilà, de lui dire les choses en face. Donc soyez juste avec les personnes. Vous n'aimez pas le travail qu'elles font, dites-leur comment est-ce qu'elles peuvent s'améliorer, ce que vous n'aimez pas. Les laissez pas en fait, remuer la semoule et terminer des contrats comme ça. Et dernier conseil, et ça c'est vraiment en lien avec le process de délégation, je vous invite à faire des bilans mensuels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que c'était assez long, c'était assez dense, il y avait pas mal de choses. N'hésitez pas dans tous les cas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit commentaire, partagez cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.